Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, le Parlement a donné son feu vert à la nomination de François Villeroy de Galhau à la fonction de gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Galhau était le candidat de François Hollande et sa candidature faisait débat déjà depuis plusieurs semaines. En effet, début septembre, des économistes nombreux ont signé une tribune dans laquelle ils dénoncent la possibilité de conflits d'intérêts. En effet, François Villeroy de Galhau a été pendant 12 ans l'un des patrons de la BNP Paribas. Ils estiment que cela n'est pas compatible avec le fait d'arriver à la tête de l'une des institutions de régulation bancaire les plus importantes. Ils ont été rejoints d'ailleurs dans leurs doutes par de nombreux parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Du côté de ces défenseurs, on trouvait en revanche de nombreux anciens gouverneurs de la Banque de France, parmi lesquels Jean-Claude Trichet. Il estime qu'il n'y a pas de contradiction à passer du privé au public et prend l'exemple de certains patrons d'institutions bancaires de régulation comme Mario Draghi qui est à la tête de la BCE ou bien encore de l'emblématique Paul Volcker dans les années 70 qui était à la tête de la Fed américaine et qui était passé également du privé au public. En tout cas, hier, François Villeroy de Galhau a convaincu les parlementaires qui ont adopté la possibilité de sa nomination à la tête de la Banque de France à une très large majorité. Tout de suite, je vous propose de revenir à son grand oral. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre accueil. Il vous revient effectivement d'apprécier si je peux remplir une mission dont je mesure toute la responsabilité au service de notre pays. Et je me réjouis que cette procédure, qui est exercée pour la première fois s'agissant de la Banque de France, donne des garanties de transparence et de contrôle qui confèrent ensuite à un mandat davantage de légitimité et d'impartialité. Je crois à la démocratie et au respect de nos institutions. Voilà pourquoi j'ai décidé, depuis la proposition du Président de la République, de réserver aux parlementaires et à eux seuls mon intervention ainsi que les réponses à vos questions légitimes sereinement. Puis-je dire que cette règle n'a pas toujours été facile ces dernières semaines, mais elle s'imposait. Je suis donc heureux que le temps de cette audition soit venu. Je voudrais brièvement commencer par un volet personnel avant de venir sur les missions de la Banque de France et la première vision que j'en ai. Pour apprécier mon aptitude à cette fonction, vous avez à juger d'une personne, de sa compétence et de son indépendance. Sur la personne, pour aller au-delà de certaines étiquettes parfois hâtivement collées, puis-je simplement vous donner 2 ou 3 éclairages sur mon histoire. Je suis un homme de l'Est, né à Strasbourg, et dont les racines familiales sont depuis longtemps en Lorraine, et même en Sarre, autrefois terre française, et aujourd'hui de l'autre côté de la frontière. Nous avons choisi de toujours rester français. Ceci crée un lien encore plus profond avec mon pays. Et je suis en même temps un Européen de conviction et de pratique en Allemagne ou plus récemment en Italie. Je suis avant tout un homme de service public. J'y ai passé déjà 20 ans de ma vie professionnelle, marquée notamment par 2 grands engagements, la construction de l'Union économique et monétaire à Paris et à Bruxelles, la réforme de la Direction générale des impôts que j'ai eu l'honneur de diriger. En 2003, quand je suis allé en entreprise, j'ai dit que c'était pour moi une autre façon de servir notre pays et la force de son économie. Alors il paraît que l'expression a un peu surpris des 2 côtés de la frontière entre secteur public et entreprise, mais oui, je crois qu'il ne faut pas à l'excès opposer ces 2 mondes. J'ai appris à bien connaître les entrepreneurs, mais l'intérêt pour la chose publique ne m'a jamais quitté. J'espère être enfin un homme de conviction, sans prétendre donner de leçons, avec humilité. Mais je crois à la responsabilité sociale de chacun, mais d'abord des dirigeants, y compris des dirigeants économiques. Je crois à l'éthique, y compris en matière financière. J'ai toujours dit ce que je pensais des excès de la finance et de certaines rémunérations. Je me suis engagé pour le développement du microcrédit et de l'entrepreneuriat social. Je crois au débat d'idées et au dialogue entre des personnes respectueuses de leurs différences. Ce dialogue est sans doute pour notre pays aujourd'hui
avec toutes ces peurs et le drame du chômage, le défi le plus difficile, vous le ressentez plus quotidiennement encore que moi. Sur mes compétences, la question n'est évidemment pas d'inventer une querelle entre les inspecteurs et les docteurs. C'est plutôt la variété de mon parcours professionnel, construit cependant autour d'une continuité d'engagement qui m'a, je l'espère, bien préparé pour cette mission. Outre les connaissances européennes et en économie, j'ai aussi enseigné 10 ans celle-ci, il y a sans doute 3 savoir-faire spécifiques que j'ai davantage développés, y compris par mon expérience bancaire. Le management de grandes équipes et d'un réseau, la connaissance du terrain des entreprises et des PME et de leur financement, et enfin le sens ou le goût de la pédagogie sur des sujets rapidement trop techniques. Le rapport que j'ai remis fin août sur le financement de l'investissement montre, je l'espère, cette valeur ajoutée. Mais cela m'amène à la dernière question personnelle. Ce plus de compétences risque-t-il d'entraîner un moins d'indépendance ? Cette question d'indépendance est naturellement légitime et je l'ai prise très au sérieux. J'ai d'abord voulu garantir qu'il n'y aurait jamais de situation de conflit d'intérêts telle que vous l'avez définie à l'article 2 de la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique. Que jamais ne puisse exister un intérêt privé, je cite, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de mes responsabilités. Après avoir examiné le plus rigoureusement possible l'ensemble des dispositions existant en droit français, c'est la lettre que j'ai tenu, Madame la Présidente, à vous faire parvenir dès le 9 septembre. Je n'aurai plus aucun intérêt présent ni différé dans BNP Paribas, ni dans aucune autre banque ou institution financière. Et j'ai renoncé pour cela définitivement à tous mes droits financiers. Les décisions individuelles concernant les grandes banques ont par ailleurs été significativement réduites par le transfert de leur surveillance à Francfort depuis le 1er novembre dernier. Je m'engage cependant, à titre de précaution supplémentaire, à ne participer à aucune décision individuelle, d'aucune sorte, concernant BNP Paribas dans les 2 ans suivant mon départ. Mais l'indépendance, c'est plus que cette absence de tout conflit d'intérêts. C'est veiller à ce que la réglementation collective du secteur, banque et assurance, soit toujours prise en fonction de l'intérêt général. J'ai lu parfois là-dessus que je risquais d'être prisonnier de la finance si j'étais nommé. C'est extrêmement mal me connaître. J'ai mes limites, comme chacun. Mais je suis un homme libre et je suis un homme droit. Et donc je déciderai, en fonction seulement de ce que je crois être bon pour notre pays et son économie. Je m'appuierai pour cela sur l'expertise forte des équipes de la Banque de France et sur ce que je connais du secteur, et je crois que c'est un atout. L'exemple des pays étrangers montre combien cette expérience peut apporter pour des banquiers centraux. Je voudrais dire que l'indépendance, pour conclure sur ce point essentiel, ce sont des règles, les plus rigoureuses possibles, mais aussi un caractère et une éthique. C'est sur ces 3 composantes que vous apprécierez la confiance à m'accorder. Et si vous le faites, ce sont ces 3 composantes, des règles, un caractère, une éthique, que j'aurai ensuite à appliquer chaque jour pour défendre le bien commun qu'est la monnaie. Ceci m'amène aux missions. Ces missions s'exercent bien sûr dans le contexte nouveau créé par l'euro depuis 16 ans et l'union bancaire depuis l'an dernier. Mais la Banque de France joue toujours un rôle essentiel pour l'économie française et européenne. Alors, je ne prétendrai pas aujourd'hui vous en donner déjà une lecture achevée et je serai heureux dans l'avenir d'avoir sur ces sujets un dialogue aussi fréquent et complet que possible avec votre commission. Mais je résumerai ma vision des missions de la Banque de France autour de 3 grands objectifs. La stratégie monétaire, le service économique pour la collectivité nationale, la stabilité financière en meilleure prévention des crises. La stratégie monétaire, d'abord et bien sûr. L'euro, on l'oublie parfois, repose sur un système fédéral efficace, composé de la Banque centrale européenne et
des banques centrales nationales. De cet eurosystème, la Banque de France est le pilier français. Et elle a donc tout son rôle à jouer, que ce soit en amont, dans les débats et décisions de politique monétaire qui appartiennent au Conseil des gouverneurs, comme en aval, dans la réalisation des opérations qui lui incombent pour notre territoire, ainsi que la monnaie fiduciaire, les billets. Je crois que la politique monétaire active, aujourd'hui menée avec Mario Draghi, est la bonne, pour tendre vers une inflation proche de 2%. Et elle est nécessaire aussi pour soutenir la croissance, même si elle ne peut y suffire. Il faut à la croissance des réformes dans chaque pays, dont le nôtre. Il faut un renforcement de la zone euro et il ne faut pas renoncer à l'ambition d'un meilleur ordre monétaire mondial. Je voudrais ajouter que notre monnaie, ce sont bien sûr les règles des traités, mais c'est à mes yeux beaucoup plus qu'un outil technique. Une bonne monnaie comme l'euro doit porter pour nos concitoyens des valeurs essentielles de confiance et de justice. Au titre de cette stratégie monétaire, je veux aussi poursuivre l'ambition incarnée par Christian Noyer d'une Banque de France en position de leadership européen, en particulier sur les opérations de marché ou les moyens de paiement. J'ai parlé ensuite du service économique à la collectivité nationale. Alors à ce titre, la Banque de France doit apporter, notamment aux élus, le meilleur diagnostic possible sur la conjoncture, la situation des entreprises, les financements en soutien du développement. Elle doit rendre des services concrets aux particuliers, à commencer par les plus défavorisés, qu'il s'agisse du traitement du surendettement, de l'accès aux comptes bancaires, de la protection et l'éducation financière des consommateurs. Et elle est de même au service des PME à travers la cotation et la médiation du crédit. Ces missions de service économique s'ancrent très heureusement sur le terrain. Je compte aller personnellement dans chacune des nouvelles régions dans la première année de mes fonctions pour rencontrer les équipes de la banque, mais aussi les acteurs publics et privés dans les territoires. Et en retour, cet ancrage éclaire, me semble-t-il, la stratégie monétaire. Si je puis dire, la Banque de France a cette grande chance d'avoir à la fois la tête dans l'Europe et les pieds sur le terrain, et je vise de développer encore ce lien. Enfin, la stabilité financière. Cette mission s'est évidemment renforcée depuis la crise financière et ses ravages. Elle a son volet individuel pour garantir la sécurité de l'épargne, la supervision des assurances et des banques, avec pour les principales de celles-ci le grand progrès de l'union bancaire. Un système financier sain sert notre pays. Mais la stabilité financière exige aussi, surtout, un volet collectif, le renforcement de la réglementation financière et la surveillance des risques d'enchaînement dits macro-prudentiels. Un travail complexe, considérable, indispensable, a été mené depuis 2009 à Bâle, à Bruxelles, à Paris. Des deux bords opposés, ce travail est souvent critiqué, mais excessivement. Les règles du jeu n'ont objectivement plus rien à voir avec celles de l'avant-crise. Les banques ont dû renforcer leur protection. Et à l'inverse, Bâle III ne pèse pas aujourd'hui, à mon sens, sur la croissance. Pour autant, nous devons rester très vigilants pour l'avenir. Ceci suppose notamment une présence active dans les discussions de Bâle, de la France comme de la zone euro, qui partagent en général le même modèle de financement par des banques intégrées. Stratégie, service, stabilité, voici le triangle fondateur des missions de la Banque de France, et c'est un triangle dynamique puisque chacune des missions nourrit les deux autres. Encore faut-il pour cela deux conditions transversales du succès par lesquelles je voudrais conclure. La première condition est de contribuer encore davantage au débat économique rigoureux dans notre pays. Nos défis économiques sont immenses, nous le savons. Notre culture économique collective passe pour être faible. Nos affrontements sont souvent stéréotypés. Nos cloisons sont trop étanches entre responsables publics, entrepreneurs, recherche économique.
Notre pays a pourtant une communauté d'économistes parmi la plus reconnue au monde. La Banque de France a en son sein beaucoup de talents et de données pour nourrir avec toute cette communauté extérieure l'éclairage des problèmes et la recherche de leurs solutions. Je m'engagerai en ce sens. La seconde clé du succès, ce sont les équipes elles-mêmes de la Banque de France et leur management. Ce sont aujourd'hui 12 000 hommes et femmes, très attachés à leur métier et reconnus partout pour leur fiabilité et leur professionnalisme. La moitié est hors des services centraux, dans le réseau pour l'essentiel ou pour la fabrication des billets. La banque est engagée, vous le savez, dans un plan résolu d'adaptation de ce réseau qui combine efficacité et visibilité dans chaque département. Mais au-delà, il y a, me semble-t-il, un bel horizon de management. La Banque de France peut et doit être, au sein du service public, exemplaire dans la transition des générations, la modernisation de ses méthodes de travail, l'ouverture de sa culture. La Banque de France peut, je crois, regarder l'avenir avec ambition, parce qu'elle est forte de son nom et de son histoire. Mais plus encore, parce que ses missions en font un instrument exceptionnel au service d'une monnaie fiable et plus largement d'une croissance saine et d'un emploi durable. Telles sont les finalités qui m'animeront si vous me confiez cette responsabilité pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et je voudrais vous poser une première question avant de passer la parole à notre rapporteur général. Autour de l'union bancaire, nous savons qu'elle devait reposer sur 3 piliers. Une supervision commune, une résolution commune et une garantie des dépôts mutualisée. Si les 2 premiers piliers sont déjà mis en place ou en cours, le 3e semble au point mort, l'Allemagne n'appréciant pas beaucoup l'idée de mutualiser son système de garantie des dépôts. Considérez-vous que l'union bancaire est crédible et permet véritablement de réduire le lien entre le risque souverain et le risque bancaire tant qu'un épargnant n'est couvert que par son système de garantie des dépôts national? Et faut-il attendre la mise en place complète des règles de résolution, en particulier le renflouement interne, avant d'envisager une mutualisation des fonds de garantie des dépôts? Et je vais poser la question. Non, je vais donner tout de suite à Albéric de Montgolfier, le rapporteur général, et vous nous répondrez aux 2. Merci à la présidente, merci beaucoup pour cette présentation. Ma première question n'est pas du tout liée à vos anciennes fonctions, puisqu'elle concerne des questions à l'international, puisque vous étiez en charge du marché domestique en France. Les banques françaises sont impliquées dans un certain nombre d'affaires à l'international, notamment les questions de transactions avec des pays sous embargo. C'était le cas pour BNP, c'est le cas pour le Crédit Agricole, ou des questions de blanchiment régulièrement. Est-ce que le gouverneur de la Banque de France devrait proposer des mesures de nature à prévenir à l'avenir ce type de situation? Est-ce qu'il faut renforcer les règles sur la prévention des transactions avec des pays sous embargo, ou alors sur les questions de blanchiment qui reviennent régulièrement? Mais je précise bien que ce n'est pas du tout lié à vos fonctions, puisque vous étiez en charge du marché domestique chez BNP. La deuxième question, vous l'avez commencé à l'évoquer à l'instant, c'est une question qui préoccupe très régulièrement la Commission des finances, puisque nous avons beaucoup auditionné, nous avons beaucoup travaillé sur les questions de renforcement de sécurité, sur la solvabilité des banques. Est-ce que toutes ces règles, le prudentiel, je pense à BAL 3, au ratio de solvabilité, ne sont pas finalement de nature à contraindre un peu trop l'économie, à diminuer le financement de l'économie, et notamment votre position sur un éventuel BAL 4? Voilà. Et puis la question aussi qui nous inquiète beaucoup, notamment par rapport au taux souverain, comment appréciez-vous le risque de remontée des taux? On est suspendu à la décision de la Fed, et de ce point de vue, quelle devrait être, à votre sens, la politique de la Banque centrale face à ce risque éventuel de remontée des taux? Merci. Merci. M. Ferrand-Gallo. Oui, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible à ces questions qui sont déjà essentielles. Madame la Présidente, sur les 3 piliers de l'union bancaire, alors je vous rejoins tout à fait sur l'existence des 3 piliers.
Je voudrais néanmoins saluer le formidable progrès qu'est la construction des 2 premiers. Il y a 2 ans, rien de ceci n'existait et peut-être même n'était imaginable. La supervision est opérationnelle depuis le 1er novembre dernier à Francfort. La résolution le sera, alors il se trouve que c'est à Bruxelles, dans la subtile construction européenne, à compter du 1er janvier prochain. Ce qui veut dire, alors c'est un cas beaucoup plus exceptionnel et dont j'espère avec vous qu'il ne se produira pas, mais si jamais une grande banque française se trouvait en procédure de résolution, c'est le Conseil de résolution unique siégeant à Bruxelles qui prendrait les décisions, la mise en œuvre appartenant, mais il s'agit simplement d'une mise en œuvre appartenant à la Banque de France. Sur la garantie des dépôts, c'est effectivement un sujet difficile. Alors là, nous parlons de la partie qui est sous 100 000 €, puisque au-dessus de 100 000 €, il n'y a pas de garantie, et c'est réglé par la résolution et le fait que maintenant, il est tout à fait clair que les créanciers seront appelés, plutôt que les contribuables, à combler les besoins financiers de la résolution, ce qui, encore une fois, est un énorme progrès. La Commission européenne vient de faire des propositions en la matière et M. Juncker s'est engagé en faveur de la garantie des dépôts. Je ne préjugerai peut-être pas avec trop de précision de ce que peut donner la discussion, qui s'annonce effectivement très difficile avec l'Allemagne et pas seulement avec elle. Je crois qu'il faut calibrer précisément quel est le besoin en la matière. La seule réflexion que je voudrais faire, c'est qu'il y a un lien entre la complétude du 2e pilier, c'est-à-dire la résolution, et le besoin d'une garantie complètement harmonisée des dépôts. Si on a une résolution qui fonctionne bien et qui couvre les besoins, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, hein, le 2e pilier n'est pas totalement terminé, il peut y avoir peut-être un peu plus de souplesse sur le 3e pilier. Mais c'est une des discussions importantes qui va nous occuper dans les années qui viennent. Pardon de ce nous qui ne préjuge de rien, mais... Monsieur le rapporteur général, à propos de votre question sur les affaires à l'international, bon, je voudrais préciser, ça va sans le dire, mais peut-être encore mieux en le disant, qu'il se trouve que, comme vous l'avez dit, j'étais en charge chez BNP Paribas, j'ai eu diverses responsabilités, mais je n'ai jamais, ni à l'époque des fêtes, ni à l'époque des négociations avec les autorités américaines, ni ensuite, bien sûr, sur les sanctions, été mêlé au contentieux de BNP Paribas avec les autorités américaines. Et je m'abstiendrai, bien sûr, de tout commentaire sur ce contentieux. Alors, je crois que les affaires que vous avez citées pour les banques françaises, et que je ne connais pas nécessairement dans le détail, sont un sujet général des banques occidentales. C'est que la problématique de ce qu'on appelle la conformité, quelquefois du respect des règles, ou d'un mauvais mot anglais, la compliance, s'est considérablement renforcée. Du coup, les banques ont dû à la fois acquitter des pénalités très importantes, y compris les banques américaines elles-mêmes, pour lesquelles ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars, et renforcer énormément leurs procédures internes de prévention. Je crois que ce travail est en cours. Les équipes de conformité dans chacune des grandes banques françaises ont considérablement augmenté. Et je le dirais d'une phrase, il pouvait y avoir dans le passé des zones grises ou des incertitudes du droit. Ceci est totalement fini. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par la législation internationale et l'ensemble des législations nationales, y compris la législation américaine, doit être considéré comme prohibé. Voilà. C'est un changement qui, d'ailleurs, pour le commerce avec un certain nombre de pays émergents, peut introduire des questions, mais je crois que là, il ne peut pas y avoir la moindre faiblesse. Et il me semble, de ce que j'en sais aujourd'hui, que les banques françaises sont effectivement très engagées pour renforcer considérablement leur conformité. Vous avez posé ensuite la question des règles prudentielles. Alors, j'ai évoqué dans mon propos liminaire le fait qu'il me semblait qu'aujourd'hui, Bâle III, c'est-à-dire les règles applicables aujourd'hui, contrairement à certaines craintes affichées des banques, c'est vrai, et ça fait partie des points, il y en a un certain nombre où mon appréciation peut être différente de celle de l'industrie bancaire. Aujourd'hui, Bâle III ne mord pas sur la croissance, y compris, il y a diverses raisons à cela, mais y compris parce que la politique monétaire a des effets, qui est favorable, a des effets beaucoup plus importants que les éventuels effets négatifs de Bâle III sur la disponibilité du crédit et le coût du crédit. La question est effectivement plus difficile pour demain sur ce que certains appellent déjà Bâle IV, qui est une appellation un peu agrégée, mais c'est vrai que sont en discussion à Bâle
un certain nombre de règles portant des noms quelquefois un peu barbares, le TILAC qui est un mécanisme de coussin amortisseur, le ratio de levier sur les risques non pondérés, la révision des risques opérationnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces règles peuvent pénaliser un peu plus spécifiquement les banques européennes et les banques françaises que les banques américaines. Non pas parce que les banques américaines chercheraient à ruser avec ces règles, mais il se trouve que ces règles sont plus naturelles par rapport à la réglementation américaine existante que par rapport à la réglementation européenne et française actuelle. Et donc, je crois que là-dessus, quand j'ai parlé de vigilance, ça s'applique à ces nouvelles règles en discussion. Je crois qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre le renforcement de la sécurité financière, qui reste un impératif premier, et l'éventuel effet économique négatif. Une des propositions que j'ai faites dans mon rapport, c'est qu'on puisse réactiver à Bâle une instance internationale d'évaluation des effets économiques prévisibles des règles. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une telle instance a existé en 2010, au début de Bâle III, mais elle ne s'est plus réunie depuis. Je ne dis d'ailleurs pas que le sujet est techniquement simple, parce que les effets économiques sont difficiles à mesurer et il y a divers modèles possibles, divers scénarios possibles. Mais je crois qu'on ne peut pas, vis-à-vis des responsables publics et des législateurs que vous êtes, en rester simplement à dire écoutez, on ne sait pas, ou, si vous me permettez, trivialement, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un certain nombre de travaux économiques qui ont été faits. Je crois que c'est important qu'il y ait ces évaluations ex-ante dans les instances d'évaluation et qu'ensuite, vous puissiez apprécier. Sur le risque de remontée des taux, je pense que votre question visait les États-Unis. Donc il y aura probablement remontée des taux américains. Je me garderai de faire un pronostic de calendrier. Ce qui paraît extrêmement probable, c'est que cette inflexion, ce point de retournement de la politique monétaire américaine ne changera pas la politique monétaire européenne. Je crois que Mario Draghi et le Conseil des gouverneurs ont été très clairs là-dessus. Leur intention est de maintenir durablement n'étant pas chiffré, mais des taux bas en Europe. Je note d'ailleurs d'ores et déjà que quand on regarde les taux longs, les taux à 10 ans, ils sont, et ça n'est pas très souvent souligné, ils sont aujourd'hui beaucoup plus bas en Europe qu'ils ne sont aux États-Unis. On est de l'ordre pour l'État allemand à 0,6% aujourd'hui, 1% en France, alors qu'on est à plus de 2% aux États-Unis. Donc nous avons déjà de fait sur les taux longs cette déconnexion des taux. Qui n'est d'ailleurs pas un phénomène entièrement réjouissant parce qu'elle correspond aussi au fait que l'économie américaine est plus avancée sur le chemin de croissance que l'économie européenne. Merci beaucoup. Je propose de prendre les questions par trois, si vous voulez bien. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Michel Bouvard, ensuite Richard Young et François Marc. Et si vous voulez bien leur apporter une réponse, je vous en remercie. Donc, Michel Bouvard. Oui, merci de votre présentation et de votre exposé. Alors, vous avez indiqué qu'à votre sens, Bâle III ne pesait pas sur la croissance. On a compris au travers de l'explication que vous venez de donner que le propos était un peu plus nuancé et que c'était simplement un problème d'équilibre. L'une des questions de fond sur les problèmes d'encadrement bancaire et de normes prudentielles, c'est aussi les modes de financement différents de l'économie du continent européen, comme vous l'avez rappelé, et de l'économie nord-américaine. Bon, et quelle attitude, finalement, considérez-vous que l'on doit avoir dans la suite des discussions par rapport à ce que sont les exigences, parfois, des partenaires américains dans ces négociations, et avec le sujet derrière du fait qu'une grande partie du système de financement américain, du système bancaire américain, échappe à toute régulation. Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne le continent africain. Le continent africain, chacun considère aujourd'hui que c'est un continent qui est appelé à avoir une forte croissance. Il y a sur le continent africain le franc CFA qui reste avec une parité fixe par rapport à l'euro. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un atout, que c'est un handicap? Est-ce que vous pensez qu'il faut que cela évolue ou pas? Et puis la dernière question a trait aux taux d'intérêt qui sont bas. Est-ce que, puisque dans vos fonctions au travers de la CPR, vous aurez également à avoir un contrôle en termes prudentiels sur le secteur assurantiel, est-ce que vous considérez que ce soit supportable
durablement par le secteur assurantiel. Merci beaucoup, Michel Bouvard. Richard Yung, il sera suivi de François Marc. Merci Madame la Présidente. Le gouverneur de la Banque de France siège au Conseil des gouverneurs de la BCE, donc vous aurez un mot important à dire dans la politique menée par la Banque centrale européenne. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous approuviez les orientations et l'action menée par Mario Draghi, en particulier, j'imagine, vous aviez en tête la politique monétaire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les effets de cette politique. Aujourd'hui, on voit, l'objectif était de monter le taux d'inflation à un niveau proche de 2%. Or, on voit qu'aujourd'hui, nous nous traînons, si j'ose dire, à 0,1%, 0,2%. Donc, pour l'instant, elle n'a pas encore porté pleinement ses fruits. Ma question, c'est comment est-ce que vous verriez la chose? Quelles propositions feriez-vous au Conseil des gouverneurs de la BCE? Et ma seconde question n'a rien à voir avec la politique monétaire, mais vous avez publié un livre il n'y a pas très longtemps, de façon prémonitoire peut-être, qui s'appelle « L'espérance d'un Européen ». C'est un beau titre. Est-ce que vous pouvez nous dire les 2-3 grandes idées que vous avez défendues, développées dans cet ouvrage? Merci à Richard Yung. François Marc, Oui, un Européen aussi. merci Madame la Présidente. Oui. Je voulais vous interroger sur un sujet qui est d'actualité et que l'AGFI a désigné comme le cas de conscience des régulateurs. Je veux parler de la finance de l'ombre, du shadow banking. On sait qu'aujourd'hui, la moitié au moins des activités financières sont non régulées puisque se déroulant dans le champ du shadow banking. Donc on sait les raisons de ce développement et certains pensent que c'est parce que les règles ont été trop strictes sur la régulation bancaire que s'est développé alentour un certain nombre d'activités plus risquées pour permettre de satisfaire les clients et de leur offrir un taux de rendement un peu plus intéressant. Donc il y a une prise de risque et l'Institute of International Finance parle d'un risque systémique. Donc c'est un vrai problème sans doute. Alors j'ai vu que le gouverneur actuel de la Banque de France s'est exprimé sur le sujet, je crois bien que c'est hier ou dans les jours passés. C'est plutôt mesuré concernant les possibilités de régulation. Donc la question que je vous pose, c'est de connaître un peu votre sentiment et votre doctrine personnelle sur ce sujet, dès lors qu'il s'agit ici d'acteurs qui ont pour vocation de contourner la réglementation bancaire et financière pour générer plus de profits. Quel est votre point de vue sur la régulation nécessaire ou pas, à quel degré d'intensité de cette sphère financière parallèle? Merci à François Marc. Monsieur Villeroy de Galhau, vous avez la parole. Donc je vais partir de la question de M. Bouvard sur le mode de financement différent des économies américaines et européennes. Et si Monsieur le sénateur Marc me le permet, j'y rattacherai la question du shadow banking parce que je crois qu'il y a un grand lien, entre les deux. D'abord, le constat, et j'ai eu l'occasion de mettre dans mon rapport un certain nombre de chiffres, est incontestable. Nous avons des modes de financement très différents des deux côtés de l'Atlantique. J'appelle d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on regarde toujours le financement par dette. Et en gros, il y a en zone euro 20% du financement par dette qui se fait sur les marchés, 80% par les banques, alors qu'aux États-Unis, c'est 25% par les banques, 75% par les marchés. Donc pratiquement l'inverse. Mais il y a une autre grande différence, et nous n'en parlerons pas aujourd'hui, c'est le financement par fonds propres. C'est qu'il se trouve que le financement par fonds propres, par action, est beaucoup plus important aux États-Unis, et je crois que ça fait partie d'une économie d'innovation. Donc c'est une question aussi que nous avons à nous poser. Si je reviens sur le financement par dette, j'ai marqué très clairement dans mon rapport, et je n'ai pas de raison de changer de conviction dans une fonction future demain, que je me méfie du discours sur la désintermédiation, qu'on a beaucoup entendu à propos de l'économie européenne. Je crois qu'il y a eu un peu d'excès autour du paquet Barnier. M. Barnier lui-même n'a d'ailleurs jamais dit que l'objectif était d'aller vers un modèle américain, de passer de 80% bancaire à on ne sait pas quel chiffre d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait passer à 50, à 40, à 25, à quel rythme? Tout ça n'a aucun sens. Je ne crois pas à la désintermédiation forcée d'en haut, je crois à la diversification.
conduite par la demande, selon les besoins des entreprises. Je crois que pour les entreprises, surtout pour les ETI, mais aussi pour certaines PME, c'est un atout supplémentaire de pouvoir dire je continue à me financer par ma banque si je le souhaite. Et il faut bien sûr garder cette possibilité, mais je peux faire appel au marché, je peux faire appel à des placements privés qui se développent très vite, ou je peux faire appel à des plateformes de financement participatif qui sont de plus petite taille, mais dont nous savons qu'elles sont très en cours, si j'ose dire, ou en vue. Et donc, il me paraît essentiel que la réglementation soit cohérente avec ceci. Ouvrir la diversification, c'est une bonne chose. Forcer la désintermédiation, je crois que ce serait une erreur. Il me semble que c'est le cas aujourd'hui de la réglementation. Et je crois d'ailleurs que la demande des entreprises sera relativement forte pour cette diversification. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises de taille, enfin d'ETI ou de PME à l'occasion de mon rapport, en France comme en Europe, et elles souhaitent avoir cette liberté, élargir les touches du piano, si j'ose dire. Le tête-à-tête avec la banque, c'est bien. La pluralité du choix, c'est encore mieux. Alors, la question, je crois que ceci pose deux questions par rapport aux États-Unis. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'à Bâle s'impose une vision correspondant au seul modèle de financement américain. Ça, j'ai parlé de présence active à Bâle. En réponse à la question de monsieur le rapporteur général tout à l'heure sur Bâle 4, voilà, il n'y a vraiment aucune raison que Bâle transpose purement et simplement la réglementation américaine dans l'ensemble des pays du G20. Et puis la deuxième question, c'est celle, monsieur le sénateur, que vous avez posée, c'est que dans ce modèle de financement diversifié, il ne faut pas qu'il y ait des trous de la régulation qui représentent des risques. Alors, si vous me donnez 2 minutes là-dessus, et autorisez-moi à ne pas être tout à fait définitif, je reviendrai volontiers parler de ces sujets avec vous, mais je voudrais faire 2 réflexions. La première, c'est que l'appellation de shadow banking est parlante, est très à la mode. Elle a un peu perdu en précision ce qu'elle a gagné en notoriété. Et il arrive à des banquiers, je les aime bien, mais d'utiliser le terme shadow banking avec quelque excès, c'est-à-dire ce serait shadow banking tout ce qui n'est pas banque, et devrait être soumis à la même régulation que les banques, tout ce qui n'est pas banque. Ça, je crois que c'est une vision excessive du sujet. Par contre, c'est ma deuxième réflexion, je crois qu'il faut absolument éviter ce que vous avez évoqué dans votre question, c'est-à-dire qu'il y ait des arbitrages réglementaires et des masses de financement qui se déplacent du secteur régulé vers le secteur non régulé. Alors, par rapport à cela, il me semble, quand je regarde, il y a 4 grandes séries d'intermédiaires financiers, théoriquement, de par le monde. Il y a les banques, les assurances, les gestionnaires d'actifs et les fonds de pension. Dans le cas français, nous allons oublier les fonds de pension, restent les 3 premiers. Banque et assurance, je crois que le travail a été en gros fait. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout, qu'il n'y a pas des sujets supplémentaires, Bâle 4, révision de Solva 2, etc. Mais la grande question qui se pose, et ça je crois que c'est la priorité à l'intérieur de cet ensemble un peu flou, peut-être parfois, du shadow banking, c'est la régulation des gestionnaires d'actifs. Alors, les asset managers américains, Yves Perrier, qui est le dirigeant d'Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs français, le seul acteur de taille mondiale qui soit en Europe et qui est en France, a lui-même pris parti, courageusement, pour un renforcement de cette réglementation. Et il se trouve que c'est la priorité du Conseil de stabilité financière à Bâle. Alors, il y a évidemment, je parle librement dans le cadre de cette commission, des intérêts assez différents des 2 côtés de l'Atlantique. Mais Marc Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le président du comité de Bâle, a l'air tout à fait décidé à avancer là-dessus. Je crois qu'il est très souhaitable, je l'ai écrit d'ailleurs, d'arriver à un accord d'ici 2016 sur les gestionnaires d'actifs. Pour autant, ça ne sera pas la transposition pure et simple de la réglementation bancaire. Par exemple, mettre des obligations de capital très importantes sur les gestionnaires d'actifs, ça n'a sans doute pas beaucoup de sens. Mais mettre, sans rentrer trop dans le détail, des règles de liquidité, surveiller les effets de levier qu'il peut y avoir chez un gestionnaire d'actifs, avoir des stress tests aussi puissants que ceux qui ont été appliqués aux banques, ça, oui, je crois que c'est une priorité pour Bâle et pour éviter ces arbitrages réglementaires. Sur le CFA, monsieur le sénateur, j'avoue que votre question me touche, parce que je ne sais pas si c'est dans le détail de mon CV, mais mon premier emploi à la direction des Trésors a été le bureau de la zone franc.
Donc, j'y ai cru, j'avoue que j'y crois toujours. Entre-temps est intervenu, c'était il y a longtemps, donc entre-temps est intervenue une dévaluation, celle de 1994, qui me semble, je le dis avec une certaine prudence, avoir consolidé la zone franc et avoir rendu compatible la stabilité monétaire et la croissance, qui était le grand défi que nous pouvions avoir. Bon, ceci sous réserve du fait que, honnêtement, je n'ai pas regardé le sujet récemment, mais je crois que la zone franc est un atout pour le développement de ces pays d'Afrique francophone, et bien sûr un lien très important entre la France et ces pays. Sur les taux d'intérêt bas, je crois qu'il y a là effectivement un point à suivre de près pour le secteur assurantiel. Vous avez peut-être vu que le Haut Conseil de stabilité financière, dans sa réunion de début septembre, le Haut Conseil de stabilité financière étant un des vrais progrès issus de la loi bancaire de 2013, a appelé l'attention sur la nécessité d'une baisse ordonnée des rendements servis sur l'assurance vie. Voilà, nous savons tous que c'est un sujet sensible commercialement et puis vis-à-vis des clients, mais voilà, il ne faut pas que les rendements servis par l'assurance vie soient trop pilotés par le passé, il faut qu'ils anticipent un peu la baisse moyenne sur le stock. Alors après, tout est affaire de pilotage en finesse, puisque nous savons aussi que le plus grand risque qui pourrait exister pour l'assurance vie, c'est au contraire une remontée brutale des taux qui diminue la valeur des portefeuilles obligataires. Mais voilà, je crois qu'un pilotage un peu progressif en finesse de la baisse actuelle, et par ailleurs suivi d'une période qui ne sera pas une remontée brutale des taux, parce que ce n'est pas du tout l'orientation de la politique monétaire, doit nous permettre de bien gérer ces enjeux. Monsieur Young, à propos des effets de la politique du Conseil des gouverneurs. Alors, vous avez raison, il n'y a pas eu d'effet immédiat sur l'inflation en zone euro. Voilà, je note juste qu'on est passé d'un territoire négatif que nous avions encore au début de cette année à un territoire très faiblement positif, puisque l'inflation au mois d'août en zone euro, comme en France, était de plus 0,1. Bon. Donc la tendance va dans le bon sens pour se rapprocher des 2%, mais on est encore assez loin du compte. Alors, nous savons qu'une partie de l'explication tient au prix du pétrole extrêmement bas, au prix des matières premières et des produits alimentaires qui a pu baisser. Donc si on regarde l'inflation hors ces effets produits alimentaires et énergie, elle est plutôt entre plus 0,6 et plus 0,9 dans la plupart des pays de la zone euro, mais ce n'est pas encore évidemment la cible. Je crois pour autant que cette politique a eu des effets d'ores et déjà. Les anticipations d'inflation, quand même, ont remonté. Et les anticipations sont aujourd'hui d'une inflation qui serait entre 1,5 ou plus vers la fin 2017. Donc on se rapprocherait de la cible. Et par ailleurs, cette politique a eu des effets sur la baisse des taux de financement, bien sûr, des États et indirectement des entreprises et des ménages. Et je crois que c'est bon pour la croissance européenne. Et elle a eu aussi des effets qui sont sans doute les plus sensibles sur le taux de change, puisque ça a été anticipé en partie par les marchés, mais ça s'est tenu. On est, je crois, aujourd'hui à 1,12 $ pour 1 euro, alors qu'on était entre 1,30 et 1,40 au début 2014. Donc ça, c'est évidemment un élément assez important pour la compétitivité et la croissance européenne. Donc, je n'ai pas aujourd'hui de proposition supplémentaire à faire, mais je prends votre question. Je note simplement que Mario Draghi et les membres du Conseil des gouverneurs ont marqué extrêmement clairement qu'ils seraient flexibles, adaptables s'il fallait faire plus, notamment sur ce programme de rachat d'actifs, s'il fallait en augmenter le rythme ou en prolonger la durée. Je crois qu'ils ont montré en la matière un grand pragmatisme. Bon, je ne sais pas si je saurais vous résumer l'espérance d'un Européen. Je suis conscient du caractère un peu provocateur de ce titre par les temps qui courent, mais je l'assume avec un certain nombre d'entre vous. Bon, d'abord, j'ai peut-être deux choses très simples, mais Madame la Présidente, vous m'arrêtez si je m'éloigne de l'objet de l'audition. D'abord, j'ai voulu raconter l'Europe du terrain tel que je la vis dans mon village sarrois ou dans ce que j'ai vu en Italie dans mon métier précédent. Je crois que l'Europe est beaucoup trop facilement abstraite, ramenée à des querelles institutionnelles qui n'intéressent pas grand monde, alors qu'il se passe des tas de choses passionnantes en Europe, y compris des réformes chez nos voisins qui peuvent être utiles pour nous. Et puis, donc c'est une approche très pratique, mais
si j'ai voulu exprimer une conviction, et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'y retrouver, c'est qu'au fond, je pense que l'identité européenne, on se demande toujours ce qu'elle est, je crois qu'elle s'exprime beaucoup à travers un modèle social. Et quand je dis modèle social, je ne dis pas nécessairement conservatisme et absence de réforme, mais au fond, ce qui réunit les pays européens dans leur carte d'identité, quand vous le regardez dans les chiffres, c'est qu'ils ont des services publics forts et qu'ils ont des inégalités plus faibles que le monde américain ou que le monde émergent. Et c'est vrai à travers les différents pays européens et c'est vrai à travers les différents bords politiques. Je crois que l'opinion européenne a des préférences collectives pour cela. Une fois que j'ai dit cela, la deuxième partie du message est évidemment essentielle, c'est que ce modèle social européen peut être compatible avec le succès dans la mondialisation économique au prix de réformes. Et que nous avons souvent, nous, l'impression français que nous sommes condamnés à choisir entre notre modèle social et le succès économique. Je crois qu'un certain nombre de nos voisins, et pas seulement l'Allemagne, montrent qu'une trajectoire de réforme poursuivie sur la durée, avec constance, est un chemin pour rendre compatible le modèle social européen et le succès dans la mondialisation. Pardon d'être aussi rapide sur des sujets qui appelleraient des développements plus longs, mais évidemment, je crois que nous sommes nombreux à souhaiter ici que notre pays puisse poursuivre, amplifier ce chemin sur lequel nous sommes. Voilà, j'espère avoir par ailleurs répondu au shadow banking. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Éric Bocquet. Il sera suivi de Philippe Dominati et de Maurice Vincent. Éric Bocquet, vous avez la parole. Bien, merci Madame la Présidente. Eh bien, Monsieur Villeroy de Galhau, une nomination à ce poste n'est ni une affaire banale, ni même simplement technique. C'est une fonction prestigieuse et importante qui a des implications fondamentales dans ce pays. Alors, votre candidature, vous l'avez évoqué, a suscité déjà des commentaires, un peu de polémique parfois. Et parmi les commentaires récurrents a été évoqué ce risque de conflit d'intérêts. Si vous devenez gouverneur de la Banque de France, vous allez présider par exemple la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-là même qui infligea à la banque dont vous fûtes l'un des grands responsables une amende de 10 millions d'euros, me semble-t-il, pour des problèmes domestiques cette fois, des dossiers de contrats d'assurance vie en déshérence, si mes informations sont exactes. Alors vous avez d'emblée tenté de couper court à toute polémique en adressant donc un courrier par rapport à cette thématique de conflit d'intérêts, donc à Madame la Présidente de la Commission et à son homologue de l'Assemblée nationale. La presse s'en est fait l'écho. Donc vous avez répété ici certains des engagements que vous aviez pris. Je les rappelle. Vous y indiquez donc que vous ne percevriez aucune rémunération différée de la BNP Paribas. C'est bien de le dire, mais je pense que ça allait de soi. Vous engagez à ne plus détenir aucune action de votre ancienne banque. Par contre, vous précisez que vous ne pourriez pas céder immédiatement les actions de performance pour des raisons légales, apparemment avant mars 2016. Et enfin, vous avez déclaré, vous l'avez réaffirmé ici, que vous ne participeriez à aucune décision individuelle concernant votre ancienne banque dans un délai de 2 années. Toutes ces dispositions organiques allaient de soi, mais dans le même temps, elles montrent bien que votre candidature à ce poste posait de vraies questions éthiques. Donc nous avons ce soir à nous prononcer, non pas tant sur votre personne, j'y insiste, mais sur des principes en vigueur dans une République qui se doit d'être exemplaire et présenter en toutes circonstances toutes les garanties d'impartialité. Alors, je voudrais ici évoquer la récente décision du tribunal correctionnel de Paris dans le dossier BPCE, M. Perrol, en ne faisant aucun lien, bien sûr, entre votre situation et celle-là. Il n'y a aucun lien du tout, aucun parallèle dans mon esprit. Mon intention n'est pas de faire du tout ce parallèle, mais désormais jugé, donc on n'y revient pas. Mais au-delà de la décision finale, quelques mots de commentaire du tribunal que je voudrais citer ici. Le tribunal a souligné cette singulière porosité entre secteur privé et secteur public et l'apparente familiarité avec laquelle les plus proches collaborateurs d'un ministre sont traités. Vous avez été, rappelons-le, directeur de cabinet d'un ministre de l'économie il y a quelques années, donne l'apparence d'une connivence pour des affaires privées, particulièrement regrettable au titre du respect dû aux institutions de la République. C'était dans Le Monde du 26 septembre dernier. Donc, Monsieur de Galhau, nous ne sommes pas au tribunal, je le répète avec clarté, nous sommes ici dans une institution de la République. Donc, que pensez-vous de cette analyse? Voilà ma première question. Enfin, pour conclure, notre commission a régulièrement à se prononcer sur des propositions de candidature à ce type de fonction et
il nous faut bien faire le constat, les uns et les autres, que ces candidatures sont très souvent, pour ne pas dire toujours, issues de la banque privée. J'ai en tête la candidature de Mme Lemoine au Haut Conseil des finances publiques, celle plus récente de Mme Plagnol au même Haut Conseil des finances publiques, qui était passée, elle, au Crédit Suisse, banque privée, et HSBC. Évidemment, les critères mis en avant sont la compétence, l'expertise, soit, on peut en convenir, mais n'y aurait-il de compétences que chez les personnalités issues de la finance privée? C'est ma deuxième question. Et donc je réaffirme à nouveau, afin d'éviter tout procès d'intention, que je m'exprime ici sur des principes et non pas ad hominem. Merci. Merci. Ok, Philippe Dominati, ensuite Maurice Vincent. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans cette même salle, il y a quelque temps, nous avions auditionné M. Jean-Pierre Jouyet lorsqu'il voulait exercer des fonctions à la Caisse des dépôts et consignations. Et je m'étais étonné parce qu'il voulait effectivement avoir des restrictions dans son mandat. Et il avait pris l'engagement devant la Commission des finances de ne pas prendre de poste dans les filiales de la Caisse des dépôts et des consignations. Et cet engagement a été très rapidement levé puisque peu de temps après, il avait été, je crois, nommé administrateur au conseil d'administration de la CNP. Et heureusement, parce que je trouve qu'on ne peut pas limiter dans ses fonctions, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir sur des postes aussi importants. Et je voulais donc simplement faire une observation en ce qui me concerne. C'est que je souhaite, Monsieur Villeroy de Galhau, que vous soyez délié, à mes yeux, de cet engagement dans cette lettre, parce qu'elle n'a pas vraiment de sens. Parce que s'il y avait une crise importante, je souhaite que vous soyez pleinement, en toute indépendance, gouverneur. Et donc, je trouve que c'est restrictif, et votre indépendance est absolument nécessaire. Je m'étais étonné lors de cette audition, d'ailleurs, ça avait été très rapidement levé par M. Jean-Pierre Jouyet, cet engagement pris devant la Commission des finances, et il n'y a pas eu de conséquences autres que même pas une simple réflexion ou autre. Alors, que vaut un engagement de ce type? Il est pour la forme, mais en réalité, il ne doit en aucun cas altérer les fonctions de celui qui est nommé, s'il est agréé évidemment par les commissions des finances des deux assemblées, sur un sujet aussi important, parce qu'autrement, nous irons au fur et à mesure dans des nominations, je dirais, peut-être parcellaires ou conditionnelles ou à tempérament, et donc je pense que ce n'est absolument pas souhaitable. Philippe Dominati, Maurice Vincent. Oui, merci Madame la Présidente. Je reviens à des questions de politique économique et financière. Je voulais vous demander si au moment où nous nous trouvons, vous ne pensez pas qu'une impulsion plus forte sur la demande est nécessaire au niveau de l'économie française et de l'économie européenne. J'ai noté que dans votre rapport sur le financement de l'investissement, vous faisiez effectivement un certain nombre de propositions, mais plutôt orientées dans le sens d'une amélioration des conditions de financement de l'économie plutôt que d'une impulsion en faveur de la demande, à l'exception des mesures que vous évoquiez du plan Juncker. Alors, il me semble qu'après les efforts qui ont été faits notamment dans notre pays pour restaurer la situation financière des entreprises et en tenant compte des prévisions de croissance économique, moi j'ai le sentiment que nous arrivons un peu à une situation une forme de butoir et que si l'on veut essayer de provoquer une croissance économique un peu plus forte, qui est indispensable à mon sens dans les années à venir, il faut se poser la question des instruments dont on dispose pour essayer de renforcer la demande. Monsieur Villeroy de Galhau, si vous voulez bien répondre à ces trois collègues. Les deux premières questions du sénateur Bocquet et du sénateur Dominati, voilà, touchent... de premières interventions touchent à mon statut personnel. Monsieur Bocquet, je veux tout de suite répondre aux deux questions que vous avez posées. N'y aurait-il de compétences issues de la banque privée? La réponse est évidemment non. Il se trouve que trois des anciens gouverneurs de la Banque de France sont tous trois, Jean-Claude Trichet, Michel Cantu et Jacques Delarosière, sont tous trois issus purement du service public. J'ai été d'autant plus sensible qu'au fait qu'ayant regardé mes engagements, ils disent qu'un parcours mixte comme le mien leur paraît compatible pleinement avec la compétence et l'indépendance dans l'exercice des fonctions. Je précise par ailleurs que dans ma vie professionnelle, relativement longue aujourd'hui, j'ai passé 2 tiers dans le service public et 1 tiers dans la banque de détail.
et que tous ceux qui me connaissent, je l'ai dit dans mon propos liminaire, mais savent que la fibre du service public est profonde en moi. Je ne crois pas, en ayant été banquier de détail en France et en Europe, m'en être à ce point éloigné. Par ailleurs, à propos de la décision du tribunal correctionnel, dite Peyrol, vous avez dit qu'il s'agissait d'un cas différent. Je ne ferai évidemment aucun commentaire sur la décision. Je souligne juste que ces deux cas, effectivement, totalement différents. Dans un cas, il s'agit du passage du public vers une responsabilité bancaire avec un droit applicable. Dans mon cas, voilà, il s'agit de quitter la banque et tous les liens que je pouvais y avoir pour, permettez-moi de le dire comme ça, me remettre au service de mon pays. Ça représente un certain nombre de choix, de renoncements. Je trouve ça normal, totalement normal. Vous l'avez dit d'ailleurs au début sur les engagements que j'ai pu prendre. Ça n'est néanmoins pas si fréquent et j'espère avoir été de la plus grande clarté là-dessus. Alors, au-delà de ces deux questions de principe, je voudrais peut-être préciser le fonctionnement de la CPR, puisque vous avez posé la question des sanctions, et ce faisant répondre à M. Dominati. D'abord, la lettre d'engagement que je vous ai envoyée résulte d'une étude assez précise que j'ai faite de l'ensemble des dispositions existantes en droit français, et que j'ai bien sûr partagée avec un certain nombre de juristes. Et le principe a été très simple. J'ai pris l'ensemble des dispositions qui existaient en droit français et je les ai ajoutées, je les ai cumulées, si vous voulez. J'en ai fait la réunion au sens mathématique du terme. Ce qui peut expliquer l'engagement sur les 2 ans sur lequel je vais revenir. Mais il me semblait que dès qu'il y avait une disposition, je la prenais et je la mettais dans la lettre. Je note d'ailleurs que personne ne m'a proposé depuis cette lettre un engagement supplémentaire que je puisse prendre. Personne. Alors, est-ce que ceci gêne ou ne gêne pas l'exercice des fonctions? Je crois que non. Et c'est là que je voudrais revenir sur le fonctionnement de la CPR. La CPR fonctionne aujourd'hui avec un collège présidé par le gouverneur, que je serai éventuellement. Ce collège regarde les questions transversales, collectives. En ce qui concerne les décisions individuelles, y compris les sanctions dont vous avez parlé, elles relèvent de 3 collèges. Il y a un collège bancaire sur les décisions individuelles concernant les banques, qui est présidé par un sous-gouverneur, lui-même indépendant, puisqu'il est nommé pour 6 ans par décret en Conseil des ministres, et donc ça n'est pas le gouverneur. Pour ce qui concerne les assurances, le collège est présidé par le vice-président ad hoc de la CPR. Et enfin, point essentiel par rapport à votre question, monsieur le sénateur, les sanctions relèvent d'une commission des sanctions qui est présidée par un conseiller d'État où ne siège pas le gouverneur. Et donc, de fait, ça vaut aussi d'ailleurs pour les décisions de politique monétaire, le gouverneur, compte tenu de l'organisation de la Banque de France, n'est pas, sauf circonstances exceptionnelles, je vais y revenir tout de suite, n'est pas, sauf circonstances exceptionnelles, en situation de prendre des décisions individuelles concernant une banque. J'ai pris donc à titre de précaution supplémentaire la règle des 2 ans. Certains m'ont dit vous auriez pu simplement expliquer ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi j'ai pris à titre de précaution supplémentaire cette règle de 2 ans? Parce que selon une interprétation très rigoureuse de l'article L612-10, pardon de cette intrusion technique du Code monétaire et financier, il y a une règle d'abstention de 2 ans de ce type qui est prévue pour la CPR. Mais je crois que l'avoir fait ne crée pas de difficultés pratiques, c'est juste une précaution supplémentaire. Reste le cas que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, en disant « mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise grave concernant BNP Paribas d'ici le 1er mai 2017 ?» puisque les 2 ans courraient jusque-là. Alors, d'abord, je pense qu'aucun d'entre nous ne le souhaite, parce qu'on est vraiment dans des circonstances absolument... Non, même à travers la pire crise financière que nous ayons connue depuis des décennies, ça ne s'est pas produit. Bon. Et donc, si on était dans une situation qu'on appelle de résolution, c'était la question de Madame la Présidente tout à l'heure, concernant BNP Paribas, est-ce que j'ose dire avec un sourire parlant de choses graves qu'à ce moment-là, il y aurait probablement des questions beaucoup plus lourdes que mon éventuel conflit d'intérêts?
J'espère que ça ne se produira pas. Si on est, s'il y a, je vais reprendre un exemple, si se produit un contentieux américain, comme celui dont le rapporteur général parlait tout à l'heure, d'ici le 1er 2017, ça, je ne m'en occuperai pas. Et je ne crois pas, quels que soient mes mérites, que ça ferait une énorme différence. Si on est dans un cas de résolution de BNP Paribas, qui est vraiment un cas extrême, voilà, je n'ose pas dire que c'est une hypothèse infiniment improbable. Si jamais elle se présentait, je reviendrai peut-être, si vous le souhaitez, devant chacune des deux commissions en disant que souhaitez-vous, supposer que mon engagement personnel fasse une énorme différence dans cette situation de crise grave. Mais on est vraiment, je le souligne, dans un cas très extrême et dans les circonstances normales, le gouverneur de la Banque de France n'est pas en situation de devoir prendre des décisions individuelles sur une banque. Merci beaucoup. Il nous reste deux collègues inscrits, André Gattolin et Marc Laménie. Et j'aurai aussi une question ensuite. Ah, Maurice Vincent, vous n'avez pas répondu à Maurice Vincent. Pris dans la question personnelle, je n'ai pas répondu à la question tout à fait essentielle de M. Vincent. Votre question porte évidemment au-delà de la politique monétaire sur la politique budgétaire et ce qu'on peut faire. Je me limite à 2-3 réflexions rapides et j'espère que nous aurons l'occasion d'autres dialogues là-dessus. Premièrement, j'ai parlé à propos de nos débats économiques. Je me méfie parfois, comme vous, des débats un peu trop simplifiés qui nous opposent entre l'offre et la demande. Je crois que le bon sens qui nous réunit, c'est à dire qu'il faut une politique d'offre et une politique de demande. Et elles sont évidemment complémentaires. J'y reviendrai à propos du thème de l'investissement où ceci me paraît clé. Néanmoins, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, puisque votre question était conjoncturelle, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs favorables à la demande qui jouent déjà. C'est le prix du pétrole très bas, c'est l'inflation très faible dont parlait Monsieur le sénateur Young et qui se traduit par une évolution du pouvoir d'achat qui est plutôt favorable, c'est une bonne nouvelle. Nous avons des gains de pouvoir d'achat d'un peu plus de 1% par an en France sur la période. C'est évidemment les taux d'intérêt très bas, etc. Et nous voyons que ces circonstances favorables entraînent un mieux conjoncturel, c'est une bonne nouvelle, mais ne suffisent pas à enclencher une franche reprise. Et donc je crois que la question centrale de politique économique que nous avons, c'est comment nous transformons ce mieux conjoncturel, qui tient quand même à des facteurs qui soutiennent la demande, en vraie reprise durable alimentée. Et là, la clé est l'investissement. C'était le sens de mon rapport. Alors l'investissement a ce grand mérite de réunir les partisans de l'offre et de la demande, parce qu'il est un peu l'avers et le revers de la même pièce de monnaie. Je crois néanmoins, j'ai essayé de citer un certain nombre de facteurs favorables à l'investissement. Mon rapport était sur le financement, mais j'ai dit honnêtement que la plupart des facteurs n'étaient pas financiers, ils sont économiques, et vous le disiez dans votre question. Il y a bien sûr la demande anticipée, on retrouve l'ambivalence, mais il y a deux éléments absolument clés, notamment en France, c'est la confiance des entrepreneurs et tout ce qui peut être fait autour de la simplification, et je crois essentiel pour cela, et la stabilité des règles et des normes. Et puis, il y a la rentabilité, non pas au sens un peu mécanique où était autrefois le théorème de Schmitt, vous vous souvenez que nous apprenions en disant, voilà, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain, font les emplois d'après-demain. Ça, je crois que c'est une vision un peu simpliste de l'économie, parce qu'il y a d'autres leviers de l'investissement. Mais cependant, notamment pour les PME, je crois que leurs perspectives de rentabilité sont un des 3 déclencheurs économiques de l'investissement. De ce point de vue, il me semble que ce qui est fait, alors qui est jugé insuffisant ou excessif selon les bords, mais ce qui a été fait autour du pacte de responsabilité et du CICE va dans le bon sens pour l'investissement des entreprises et donc la consolidation de la croissance. Pardon d'avoir été à la fois un peu long et un peu rapide, mais c'est évidemment une question clé. Il est important que Maurice Vincent ait une réponse également. André Gattolin, il sera suivi de Marc Laménie. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Villeroy de Galhau, la question que je me pose, parce qu'on a beaucoup évoqué, pas seulement ici, mais en amont de cette présentation, le risque de conflit d'intérêts. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup au risque peut-être de conformisme en matière financière et bancaire. J'ai le souvenir
suivant beaucoup la presse américaine au moment de la crise des subprimes, où le discours général était de dire la crise, non, tout va se régler, il n'y a pas de gros risques. Et quand je vois aujourd'hui la situation internationale, l'évolution de l'économie chinoise et les problèmes financiers qui suivent, l'inquiétude quant à une répercussion lourde sur l'ensemble de nos économies, mais aussi de nos systèmes financiers, est importante. Et vous avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé l'évolution et les avancées de l'union bancaire. Et un peu rapidement, vous avez dit le mécanisme de résolution, ça c'est fait. Le vrai souci, c'est que le fonds de résolution unique est prévu pour être abondé pendant 8 ans. Il est d'un volume de 50 milliards d'euros. Donc, si une crise survenait dans les 6 mois ou dans l'année à venir, je comprends que dans toute position de personnes responsables, on ne va pas crier au feu en disant attention, la situation est inquiétante. Mais à force de dire ce risque n'est pas important, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose? Et à ce propos, d'ailleurs, à l'initiative du Parlement et notamment du Sénat, ce qui devait être initialement prévu a été modifié sur le modèle allemand, c'est-à-dire que les banques françaises verront leur contribution non déductible, donc à hauteur des 15 milliards qui seront engagés. Alors je voudrais savoir, vous connaissant bien l'univers de la banque et des grandes banques françaises, est-ce que vous pensez que c'est une décision juste que nous avons poussé à faire prendre au gouvernement, celle de la non-déductibilité, qui est le cas aussi en Allemagne, ou si vous pensez au contraire que c'est un handicap supplémentaire pour nos grandes banques? Je vous remercie. Merci. Marc Laménie. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, parce que je crois que beaucoup de choses ont été dites et vous êtes largement très intervenu sur beaucoup de domaines, dont notamment la compétence, en particulier sur l'impartialité. Alors moi, ma question, ça n'a pas été évoqué, mais c'est quelles seraient vos perspectives concernant la présence de la Banque de France sur nos territoires et sur nos départements. Parce qu'on rencontre souvent le directeur de la Banque de France, je représente un petit département, les Ardennes, mais il y a aussi une présence humaine qui est très, très importante parce que, bon, au moins pour le soutien des entreprises, notamment les entreprises en difficulté, et je crois que la présence sur nos départements est fondamentale. Donc c'était ma modeste question. Moi, j'ai deux questions complémentaires, monsieur le roi de Villepin. C'est autour des chambres de compensation. Elles constituent, on le sait, un facteur de risque systémique dans la mesure où elles sont susceptibles de menacer l'équilibre des marchés. Comment peut-on garantir que ces chambres de compensation constituent effectivement des facteurs de stabilité? La Banque centrale européenne ne risque-t-elle pas de devoir secourir des chambres de compensation en cas de crise de grande ampleur? Et j'aimerais savoir quel jugement vous portez si vous aviez observé cette affaire sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en mars dernier, avait débouté la BCE qui souhaitait que les chambres de compensation ayant une activité significative en euros soient obligatoirement localisées dans la zone euro. Et puis j'ai une autre question concernant votre rapport sur le financement de l'investissement des entreprises que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Vous proposez, pour favoriser le développement des nouveaux contrats d'assurance vie euro-croissance, d'autoriser des transferts de richesses entre fonds en euros et support euro-croissance. Savez-vous si la CPR serait susceptible d'accueillir favorablement une telle proposition? Oui, Monsieur Gattolin, sur le risque de conformisme. Je ne peux pas vous donner de garantie absolue en la matière. J'ai insisté sur le fait que j'étais un homme libre. Je crois que la diversité de mon expérience, si j'ose dire, 2 tiers services publics français et européens et 1 tiers bancaire, m'a peut-être donné une certaine ouverture et aussi une certaine diversité d'opinions. Voilà. Après, je crois que personne n'est à l'abri du conformisme et j'y veillerai. Je vous invite peut-être à regarder certaines parties de mon rapport, y compris un point qui a été peu noté, j'en profite.
qui est ce que j'ai écrit sur le coût du capital, ou ce que les Américains appellent le cost of equity. Je pense que c'est une approche assez nouvelle d'une problématique qui se pose aujourd'hui aux États-Unis, pas trop en Europe heureusement, mais qui peut, monsieur le sénateur Vincent, peser sur l'investissement. Là, je ne revendique pas un brevet de non-conformisme, mais il y a une partie assez innovante, il y en a quelques autres. Vous avez au-delà de ça posé la question du fonds de résolution. Je crois, en réponse à la question de Madame la Présidente tout à l'heure, avoir introduit une nuance en disant que c'était très bien que ce deuxième pilier existe, mais qu'il n'était pas tout à fait terminé. Et là, je vous rejoins, c'est la montée en puissance progressive, et que peut-être terminer plus vite ce pilier résolution simplifierait ou diversifierait les discussions sur le troisième pilier, c'est-à-dire la garantie des dépôts. Bon, c'est néanmoins un très grand progrès. Parce que je crois juste, ça aurait été bien sans doute que ça aille plus vite, et si ça peut aller plus vite, ça sera une très bonne chose, mais je crois juste que l'Europe ait défini des règles qui protègent bien davantage les contribuables à l'avenir et qui mettent à contribution les créanciers. Et tout ça s'est passé sans l'écroulement du marché des créances bancaires qui était annoncé par certains. Alors, sur la décision sur les contributions non déductibles, ça, je crois que c'est une décision de politique fiscale, donc elle appartient très légitimement au Parlement et je n'ai pas à la commenter. Bon, vous savez que du côté des banques, elle avait provoqué un certain nombre de cris stridents et chiffrés. Je ne veux pas vous dire, je le dis peut-être avec humour ou sourire, je ne veux pas vous dire que cette seule décision a mis à bas la compétitivité des banques françaises. Je crois que c'est très exagéré. Néanmoins, et je le dis avec la même liberté que les autres points que j'ai évoqués depuis le début de cette audition, je crois simplement qu'il faut que nous soyons attentifs à trouver un bon point d'équilibre sur la compétitivité des banques françaises, qui sont aussi facteurs d'emploi et de bon financement. Mais sur les contributions non déductibles, je n'ai pas de remarques particulières à faire. Je crois que ça correspondait d'ailleurs à l'alignement sur le statut d'autres cotisations relativement proches dans leur statut. Monsieur le sénateur Lamini, sur la présence dans les territoires, j'ai insisté assez fortement dans mon propos liminaire à propos de ce que j'ai appelé les missions de service économique. C'est vrai qu'on en parle quelquefois moins que la mission monétaire, mais ça me paraît une très grande chance de la Banque de France d'avoir les deux. Donc, quand je disais les pieds sur le terrain et la tête dans l'Europe, alors, nous savons en même temps qu'il faut adapter le réseau à l'évolution des missions et qu'un certain nombre de missions, je pense à la circulation des billets par exemple, ne s'exercent pas aujourd'hui de la même manière qu'il y a 15 ans. Mais la Banque de France a adopté un plan dit Réseau 2020, dont je ne suis pas encore en situation de vous décrire tous les détails, mais qui me paraît en gros tracer un bon équilibre, c'est-à-dire essayer de faire des gains d'efficacité. C'est aussi un service rendu à la collectivité nationale parce que ça nourrit la contribution financière de la Banque de France au budget, mais maintenir une présence visible, active, dans chaque département. Et vous avez cité, je vous en remercie, le rôle du directeur de la Banque de France dans chaque département. Ceci me paraît un rôle extrêmement important. Je souhaite le conforter, peut-être le développer encore. J'ai parlé du débat économique, peut-être de la pédagogie économique. Je crois que la Banque de France peut beaucoup aider à l'information économique dans nos territoires, à participer à un certain nombre de débats. Et puis, au service rendu aux PME, je dis un tout petit mot à ce propos de la cotation, qui a quelquefois mauvaise presse parce que, pour certaines entreprises, leur cotation Banque de France n'est pas exactement ce qu'elles auraient souhaité. Il reste, je peux vous le dire après avoir fait la comparaison européenne dans le cadre de mon rapport, que l'existence de cette cotation des PME sur l'ensemble du territoire est un atout unique de la France au sein de l'eurosystème. Et que ceci va faciliter la diversification dont nous parlions tout à l'heure en réponse à la question de monsieur le sénateur Bouvard. Des financeurs non bancaires le feront d'autant plus facilement, financeront d'autant plus facilement les PME qu'ils disposent de la cotation de la Banque de France. Donc ça, c'est un service très important qui doit demeurer et bien sûr se faire dans le dialogue avec les entreprises, mais je crois que ça fait partie du soutien des entreprises dont vous parliez. L'autre mission très importante, c'est la médiation. J'ai proposé dans mon rapport des pistes à propos des TPE. Je crois qu'on peut faire un peu plus. Alors, Madame la Présidente, votre question sur les chambres de compensation. Vous me permettrez de passer la première partie de la question sur le facteur de stabilité, parce qu'objectivement, aujourd'hui, ça n'est pas encore un sujet que je connais assez bien pour faire une réponse étayée.
mais évidemment, je le regarderai rapidement pour vous revenir. Sur la deuxième partie de votre question, qui est la décision de la Cour de justice des communautés européennes. Je crois que nous l'avons tous regretté, puisque l'enjeu était effectivement d'obtenir que ces chambres de compensation soient situées en zone euro et pas à Londres. L'arrêt de la Cour de justice, de ce que je comprends, se fonde sur des motifs de procédure et pas sur des motifs de fond. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réouvrir l'affaire autrement, avec une autre procédure? Je crois simplement que cette question est devenue évidemment un peu plus sensible dans le contexte du référendum britannique et je prends la même clause de prudence, je ne me prononcerai pas définitivement sur ce qui est souhaitable quand on regarde l'ensemble du sujet. Mais trouver à terme en zone euro des chambres de compensation efficaces, c'est évidemment souhaitable. À propos de l'euro-croissance, j'ai évoqué un principe et puis ensuite prudemment une modalité pour traduire le principe. Le principe, ça je crois que nous nous y retrouverons tous, y compris par rapport au financement plus dynamique de l'économie dont plusieurs d'entre vous ont parlé, c'est que l'assurance vie, qui est aujourd'hui le premier placement des Français avec 1 600 milliards d'euros, doit servir davantage à financer les entreprises et l'investissement productif. Donc c'est l'investissement en actions. Et de ce point de vue-là, le produit euro-croissance, qui avait été imaginé en 2014 par le Parlement en liaison avec les professionnels, me paraît un bon produit, dont le principe de base est de dire on renonce à la liquidité immédiate qu'on offre à l'épargnant, mais on lui offre une garantie en capital sur une durée plus longue, 8 ans. Ceci donne à l'assureur une durée suffisamment longue pour pouvoir investir sur des produits plus risqués, c'est les actions. C'est bon pour le financement de l'économie et c'est bon aussi pour les assurés parce que sur cette durée, normalement, le rendement des actions est supérieur. Il se trouve, et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, que le démarrage du produit est décevant, est trop lent. Notamment, et c'est lié à la question que nous évoquions tout à l'heure sur les taux de l'assurance vie, parce que les taux du fonds euro restent beaucoup plus favorables que les taux d'euro-croissance. Et c'est là qu'on arrive. Donc, le principe, c'est réussir euro-croissance, et je crois que tout le monde est d'accord. La modalité qui a été évoqué notamment par certains professionnels et que j'évoque prudemment, c'est quand un assuré décide de transférer une partie de ses fonds du fonds euro vers euro-croissance, est-ce qu'il peut transférer aussi la part des plus-values du fonds euro à laquelle il a droit, juste cette part-là. Bon. La discussion est en cours, elle inclut la CPR effectivement. Je vous avoue que ces dernières semaines, j'y ai un peu moins participé. Je comprends que la discussion avance prudemment, techniquement. C'est sans doute comme ça qu'il faut procéder, mais ce serait bon d'avoir une réponse, je pense, dans les mois qui viennent, pour traduire ce principe sur lequel nous nous retrouverons tous. Oui bien, je vais, en l'absence d'autres interventions, vous remercier du temps que vous nous avez consacré. C'est moi qui vous Nous allons mettre en place le bureau de vote, puisque nous devons émettre un vote à l'issue de cette audition. Je remercie ceux qui ne sont pas sénateurs de bien vouloir nous quitter, à notre grand regret. Et je vais vous raccompagner. Nous allons mettre en place le bureau de vote. Les deux assesseurs sont, je crois, Philippe Dallier et François Marc, qui ont accepté tous les deux en secrétaire de la commission ce rôle important. Merci encore.